Vous voulez voir un film au cinéma? Mais vous êtes une grosse feignasse de faire des recherches sur internet et de vous mater 50 bandes annonces? Vous êtes au bon endroit! Cette émission vous résume les films à venir du mois sans être pénible et ennuyeux. C'est-il pas beau ça, messieurs dames? Installez-vous confortablement, vous regardez les films à voir au cinéma. Bonjour chers amis spectateurs, on commence le mois de février avec la favorite de Yorgos Lanthimos, réalisateur de The Lobster et mise à mort du cerf sacré. La favorite se passe au début du XVIIIe siècle, dans un contexte de guerre entre l'Angleterre et la France, mais la reine Anne, fragile et instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne à sa place. Mais l'arrivée d'une nouvelle servante, Abigail Hill, va semer la confusion, car la jeune femme va tout faire pour avoir les faveurs de la reine Anne et une jalousie mortelle va s'installer entre Lady Sarah et Abigail. La favorite s'annonce être un film tordu, tout comme ses personnages féminins en couleur, interprétés par d'excellentes actrices, dont Olivia Colman, qui a joué dans la série Broadchurch, qui interprète magistralement, psychotiquement, la reine Anne, puis Rachel Weisz, qui a joué dans The Fountain, jalouse à en mourir dans le rôle de Lady Sarah, et enfin Emma Stone, jeune actrice en devenir dans La La Land, insolente et cynique en Abigail. Un trio imparable et impeccable avec une réalisation de Yorgos Lanthimos aussi perchée et précise que ses protagonistes, le tout avec des dialogues ciselés. On tient là peut-être un moment de cinéma atypique, piquant et vif sur tous les points. Donc on verra bien qui sera la favorite dans ce jeu sordide au bout du compte. On enchaîne avec Dragon 3, le monde caché de Dean DeBlois, déjà réalisateur et scénariste sur les deux premiers opus Dragon. Dragon 3 raconte l'histoire d'Harold, devenu chef de Berk, son village, et continue de faire coexister les dragons et les vikings ensemble sur l'île depuis plusieurs années, grâce à l'aide de Croque-Mou, son dragon, et d'Astrid, sa compagne. Un jour, une furie éclair, femelle des furies nocturnes, fait son apparition, tandis qu'un homme convoite ses dragons rarissimes et va provoquer une guerre qu'Harold et ses amis vont tout faire pour l'arrêter et trouver le monde caché des dragons. Que dire à part que ça va être la conclusion tant attendue de cette excellente saga où on se sent volé à dos de dragons, un bestiaire de créatures créatifs et originaux, une animation excellente, une réalisation immersive, le tout avec des bons personnages attachants et amusants. Tandis qu'on peut frissonner face à ce récit fantastique. Puis Croque-Mou est juste génial, ça justifie la place de ciné, non? On termine cette date avec Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Ben, vous avez cru que j'allais faire l'impasse dessus sur ce film parce que c'est une comédie française? Eh ben non! Nicky Larson est le parfum de Cupidon, réalisé par Philippe Lachaud, déjà à l'œuvre sur les deux babysitting et à Levi.com, adapte le manga City Hunter de Tsukasa Ojo, et plus précisément adapte la version animée City Hunter, mais remaniée Nicky Larson en France, version française censurant et donnant un aspect plus comique que l'œuvre originale. Non! Qu'est-ce que... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Nicky Larson et le parfum de Cupidon raconte l'histoire de ce fameux Nicky Larson, garde du corps et détective privé hors pair qui doit retrouver le parfum de Cupidon, un parfum irrésistible à celui qui l'utilise. Effectivement, c'est simplet comme synopsis, mais là, pour une fois, une comédie française qui adapte un manga, c'est pas commun, d'autant plus que là, bah ça s'annonce pas mal du tout. Kamel Gwenfu en mammouth massif et imposant, Elodie Fontan en Laura, femme à fort caractère, et puis Philippe Lachaud en Nicky Larson a l'air de faire le travail. Il a l'air d'avoir de chouettes idées de mise en scène, et malgré 2-3 vannes mal amenées, l'humour fonctionne avec des répliques percutantes. On est d'accord, ça va pas être le chef-d'œuvre du siècle, ni peut-être même un excellent film, mais espérons un bon film d'action comédie divertissante. Et ça serait beau. Mon Dieu, la mallette! Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette? 47 heures. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? On est venu vous aider. Il est complètement con, lui. Mon Dieu, ils sont coincés. On continue avec Raph 2.0 de Richmore et de Phil Johnson. Richmore a écrit et réalisé le premier Monde de Raph sorti en 2012 et co-réalisé Zootopie, tandis que le second, Phil Johnson, a écrit Les Mondes de Raph, le premier donc, et Zootopie et Raph 2.0 est sa première réalisation. Ou bah dis donc, faut suivre quand même.
Ralph 2.0 raconte l'histoire de Ralph, le bonhomme qui casse tout dans le jeu Felix Fix Jr. et de son ami Vanellope von Schwitz, dirigeante de Sugar Rush, qui vont devoir aller dans le monde étrange et vaste d'internet afin de récupérer une chose essentielle pour sauver l'univers de Sugar Rush. Bon, même si on peut craindre une immense vitrine de placement de produits qui peut être justifiée et bien utilisée dans le contexte de film, et ça je peux pas savoir à l'avance, Ralph 2.0 peut être un très sympathique film comme l'était le premier, racontant une histoire plus profonde et moyennote que l'on pourrait le croire, même si la première bande-annonce n'est pas des masses, mais ça chez Disney, le marketing, même pour un bon film, c'est pas trop leur fort. Donc on peut s'attendre à s'amuser avec le duo principal, attachant, et un film très joli et créatif visuellement. Je rappelle que c'est les mêmes qui ont pondu Zootopie, donc il y a de quoi être confiant sur le résultat. On termine cette date avec Alita Battle Angel de Robert Rodriguez, réalisateur de Spy Kids et de Sin City, produit par James Cameron, celui qui a juste fait Terminator et Titanic, donc pas de quoi crier au loup. Film adapté du manga culte Gum, créé par Yukito Kishiro. Alita Battle Angel se déroule au 26e siècle dans une terre désolée et raconte l'histoire du docteur Dyson qui va trouver et réparer une jeune cyborg qui était à l'abandon dans une décharge. La jeune cyborg Alita se réveille et tente de vivre normalement. Il va s'avérer qu'Alita est spéciale et renferme des choses que convoitent des puissants. Alita va devoir se battre et découvrir ses origines. Blockbuster très attendu que James Cameron essaie de mettre en œuvre depuis des années, l'attente va être enfin récompensée. Des visuels magnifiques, une histoire intrigante, moins pour ceux qui ont lu le manga d'origine bien sûr, énorme production de 200 millions de dollars, un univers futuriste vaste et riche, des effets spéciaux impressionnants, avec un travail assez incroyable sur l'actrice Rose Salazar, Brenda de la saga Le Labyrinthe, un casting prestigieux, Christophe Waltz qui a joué dans Inglourious Basterds, Jennifer Connelly qui a joué dans Requiem for a Dream, Mahershala Ali, bref c'est soit ça casse ou soit ça passe. Mais il faut aller le voir au cinéma sur grand écran, c'est obligé. Je ne reste pas passive en présence du mal. Elle menace l'ordre naturel des choses. Ce soir, on ne joue pas, on chasse. Je veux que vous éliminiez cette fille qu'on appelle Alita. Vous avez commis la pire erreur de votre vie. Laquelle? Vous m'avez sous-estimé. On enchaîne avec Destroyer de Karine Kusama, réalisatrice de Girl Fight avec Michelle Rodriguez dans le rôle principal, et Iron Flux avec Charlize Theron. Destroyer raconte l'histoire d'Erin Bell, détective très mal en point de la police de Los Angeles, qui, après une infiltration dans un gang californien qui a mal fini il y a de ça plusieurs années, le chef de ce dit gang réapparaît et Erin Bell doit faire face aux démons de son passé. Destroyer s'annonce particulièrement percutant avec son personnage principal ambigu, rongé par la colère et les erreurs de son passé, à la limite de l'immoralité, incarné par une poignante et saisissante Nicole Kidman qui semble avoir trouvé un excellent rôle bien torturé comme il faut. On va voir si c'est juste un film à performance, mais derrière l'histoire de cette mère de famille faillible et flic surexcité s'annonce intéressante avec une réalisation intimiste et impactante lors des scènes d'action. Pas grand chose à dire à part que ça peut être une bonne surprise. On continue avec La Grande Aventure Lego 2 de Mike Mitchell, réalisateur d'Alvin et les Chipmunks 3. Non, plutôt les trolls. Réalisateur de Shrek 4, il était une fin. Pouf, on a évité la catastrophe. Suite de La Grande Aventure Lego réalisée par Phil Lord et Chris Miller, les deux cinéastes lèguent leur place mais produisent et signent le scénario et l'histoire de cette suite. La Grande Aventure Lego 2 se déroule quelques temps après la fin du premier volet où la ville de Bricksburg est devenue un champ de ruines et les habitants ont fini par s'habituer à ce nouvel environnement. Tous sauf Emmett, le héros du premier film qui pense que tout va bien. Mais un jour, une invasion d'envahisseurs les menace et enlève Lucy, Batman et les autres personnages de Maître Constructeur qu'Emmett va devoir sauver. On dirait pas, mais ouais, ils ont réussi à donner une suite plus qu'intéressante à La Grande Aventure Lego. Une histoire bien construite, brique par brique. Vous aussi, cherchez le prochain jeu de mots pourri. Et surtout, une continuité visuelle et une animation superbe et consistante. L'utilisation des Lego a toujours une signification et n'est pas la seule raison. Et l'humour qui est toujours bien imbriqué. Félicitations, vous avez gagné la médaille d'humoriste français de l'année. Faut dire aussi que la concurrence n'était pas tellement rude. Bref, un film qui s'annonce intelligent et amusant. Que demander de plus? Accompagne-moi dans cette aventure pour sauver mes amis.
Apprends-moi à être plus dur. Viens, allons sauver tes amis. C'est qui le gentil dino? Oui, c'est toi. Lucie. T'as l'air différent. Tu t'es dessiné des poils de barbe? Quoi? Non. Tu m'as raté. Non, pas du tout. Oh pardon, Banane n'arrête pas de glisser sur sa peau de banane. Tu vas finir en smoothie. Vous avez failli m'oublier, les amis. Ah, tu crois? Enfin, je suis une lanterne, comment on peut ne pas me voir? On termine ce mois de février avec Escape Game d'Adam Robitel, réalisateur de Insidious 4, la dernière clé. Escape Game raconte l'histoire de 5 personnages qui ne se connaissent absolument pas et vivent leur vie normalement, quand un jour ils trouvent devant leur porte de maison un étrange colis où est renfermée une invitation à une escape game où celui qui sortira le premier de ce jeu touchera la modique somme de 1 million de dollars. Le problème, c'est que cet escape game va s'avérer être plus immersif que prévu. Pas grand chose à dire à part que le sujet fait penser à une sorte de mélange entre Cube et Saw, tout aussi tordu, avec de nombreuses surprises à l'horizon. Peut-être pas le meilleur film d'horreur thriller de l'année, mais des moments de sursaut et des twists en tout genre à prévoir, avec un scénario qui peut être plus intéressant qu'à première vue. Escape Game est sans doute un bon moment, donc pourquoi pas après tout? Ils nous observent, ils épient nos moindres faits et gestes. Ils savent absolument tout sur nous. C'était mon lit d'hôpital. Il y a le mien aussi. Ils ont créé ce jeu pour nous. Vous avez déjà vu des choses apparaître comme par magie? Je ne suis pas en train de rêver. Survivre est un choix. Je vais sortir, laissez-moi sortir d'ici. Voilà pourquoi ils nous ont choisis. Voilà, c'était les films à voir au cinéma du mois de février. Il y a de quoi faire pour vous. Tous les genres possibles, pour tous les âges. Donc si vous allez voir un film ce mois-là au cinéma, profitez-en bien. Donc je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!